Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents à cette conférence sur le programme national de la santé de votre enfant que vous connaissez et qui existe depuis plusieurs années. Alors, ce programme, il a pour but de vous accompagner, vous, parents, adhérents, dans ce fameux rôle de parent de la naissance jusqu'à l'adolescence. L'édition 2025, alors elle est bien entamée, vous me direz, il y a eu 10 webinaires, il en reste encore 2, celui d'aujourd'hui et celui du mois de décembre qui va venir et que je vais vous présenter et qui ont pour but, sur les thématiques qui sont animées par nos experts, de vous accompagner dans la parentalité, de vous donner des conseils, des points de repère et de vous donner des astuces, des outils pour être proche de votre enfant et proche de son développement. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien dans la barre de conversation à droite et vous pouvez aussi le retrouver sur notre site Harmonie Mutuelle. Quand on aura fini l'ensemble des conférences, qu'elles seront toutes passées, vous retrouverez l'ensemble des replays qui seront disponibles sur notre chaîne YouTube d'Harmonie Mutuelle. Alors, côté pratique, donc pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, n'hésitez pas. Dans le chat, l'onglet est en bas. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez ou sur l'onglet questions et nous y répondrons avec notre invité en fin de ce webinaire. Donc, nous allons avancer et vous présenter donc, le prochain programme qui sera au mois de décembre, qui concernera l'épanouissement par les arts, donc le 16 à 12h30. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous serez tous les bienvenus. Pour ce qui concerne notre programme, donc nous sommes accompagnés aujourd'hui par le professeur Carré, cardiologue et spécialiste du sport adapté, qui va vous informer sur tout ce qui est en lien avec la sédentarité, l'activité physique et le sommeil. Donc, dans un premier temps, nous verrons ce que c'est, de quoi parle-t-on exactement, quelles sont les conséquences de l'inactivité, les écrans, bien entendu, au cœur des sujets. Bien bouger pour sa santé et sa qualité de vie est important et on va le voir en détail. En seconde, nous irons voir ce qu'est un bon sommeil, comprendre ce fameux train du sommeil que l'on arrive à prendre ou pas, les recommandations et les bonnes pratiques, ainsi que le lien entre l'activité physique et le sommeil. Et nous finirons par un point de vigilance que nous formulera le professeur Carré. Donc, je lui laisse la parole. Professeur, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de partager avec vous ce moment sur un problème essentiel qui est en fait la santé pour nos enfants. La santé pour nos enfants qui dépend beaucoup de 3 facteurs aujourd'hui, qui sont bien bouger, bien manger, bien dormir. On va surtout parler du bien bouger, bien dormir, parce qu'on ne peut pas aborder les 3 dans le temps qui est imparti. Et en particulier, vous allez voir donc l'importance de bien bouger. Alors tout d'abord, un petit mot sur qu'est-ce que c'est que la sédentarité, qu'est-ce que c'est que l'activité physique, qu'est-ce que c'est que le sport, toutes ces choses qui sont un petit peu mélangées et pas toujours claires pour chacun et chacune d'entre nous. D'abord, c'est la santé. Qu'est-ce que c'est que la santé? Parce que ça semble évident, mais ce n'est pas si simple que ça. Tout le monde ne sait pas que la santé, il y a 3 piliers. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui les a proposés en 1946. C'est-à-dire que la santé associe un complet bien-être physique, c'est-à-dire les limitations fonctionnelles, le handicap éventuel, mais aussi mental. Et je vous rappelle que cette année, c'est l'année de la santé, la grande cause nationale, c'est la santé mentale en 2025. Et puis aussi le bien-être social. Alors on oublie, nous, médecins aussi, de temps en temps, un de ces 3 piliers, celui qu'on oublie le plus, c'est le bien-être social. C'est une erreur parce qu'en fait, votre santé dépend de ces 3 bien-être. En fin de compte, dans mon expérience, la santé, c'est ma qualité de vie. Quand un patient me dit ma qualité de vie me convient, malgré mon handicap, eh bien, il est a priori en bonne santé. Et pour que les choses soient bien claires, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, cardiologue, je n'ai pas eu un patient qui m'ait demandé « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que je vive 2 mois de plus ?» Je n'ai eu que des patients qui vont simplement me dire
docteur, comment vous pouvez faire quelque chose pour moi pour que ma vie soit moins pourrie par ma maladie ou par mes médicaments? Et là, la réponse est simple. Depuis 40 ans, ma réponse, c'est bouger. Bouger. Si vous bougez, vous améliorez votre qualité de vie. Si vous améliorez votre qualité de vie, votre vie sera moins pourrie. Donc, vous voyez, c'est l'importance de ce mécanisme. Et malheureusement, dans notre société, vous allez le voir, eh bien, on a tendance à de moins en moins bouger. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du bien bouger, bien manger, bien dormir. Effectivement, notre santé dépend beaucoup de nous. La petite croix que vous voyez en haut, là, encadrée de rouge, un jour, j'ai eu en 2024 l'idée de demander à Internet qu'est-ce qu'il faut faire pour la prévention. Eh bien, on me sort quoi? L'Internet me répond des ambulances, des médecins, des piqûres, des thermomètres, des médicaments. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas un mot sur la vraie prévention. La prévention, c'est ne pas fumer, ne pas boire trop d'alcool. Ça, pour nos enfants, a priori, on est à côté, quoique chez les adolescents, je vous rappelle que jamais la première cigarette, c'est clair. Nous, cardiologues, nous le disons, nous l'affirmons, il n'y a pas une cigarette de bonne pour la santé. Et plus je commence tôt, plus je risque d'être addict à la cigarette. Donc ça, il faut qu'on le garde bien en tête. Et peut-être que si les parents sont fumeurs, ils doivent avoir ça aussi dans un coin de leur tête, ce qui leur permettrait peut-être de les aider à s'arrêter. Et puis après, vous avez le bien manger. Donc, attention à la malbouffe. La malbouffe, c'est la quantité, la qualité de ce que l'on mange. Vous avez les troubles du sommeil qui vont provoquer des troubles cardiovasculaires, éventuellement du surpoids, voire des cancers. Et puis, l'inactivité physique, la sédentarité. Donc, notre santé dépend beaucoup de nous, mais pour nous, parents, la santé de nos enfants dépend aussi beaucoup de ce qu'on leur explique, de ce qu'on leur apprend, et surtout, les bonnes idées dès le départ. Donc, en fin de compte, je vais vous parler de bien bouger surtout. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé dans toutes les études que quand je bouge bien, je mange mieux et je dors plus. Alors qu'aucune étude, à ma connaissance, n'a montré que quand je mange mieux, je bouge plus. Le plus difficile dans notre société actuelle, c'est de bouger plus. N'essayez pas de me demander pourquoi. On a des idées parce qu'on sait que le cerveau est un petit peu paresseux. On pourra voir dans la discussion si vous voulez. Mais en tout cas, il faut regarder les choses en face. Plus le temps passe, plus notre but, c'est de faire le moins d'exercice possible. Alors, c'est quoi la sédentarité? La sédentarité, c'est quand on ne dépense pas beaucoup de calories pendant qu'on fait un mouvement. C'est généralement ce qu'on fait en position assise ou allongée. Et on a décidé que c'était le temps passé assis ou allongé, éveillé dans la journée. Ce temps est trop long. Nous sommes tous trop assis, mais nos enfants particulièrement. Rendez-vous compte, aujourd'hui, un enfant de 7 ans est assis 50% du temps de sa journée. Un enfant de 15 ans est assis ou allongé 75% de son temps éveillé de la journée. J'enlève le sommeil. Le sommeil, ça fait partie de la physiologie, ça n'entre pas en long et un dans la sédentarité. Donc, c'est vraiment quelque chose de très préoccupant. Ce qu'il faut faire au niveau des recommandations, c'est diminuer notre temps journalier assis et le remplacer par de l'activité physique. Interrompre les périodes assises de plus de 60 minutes parce que on sait qu'au-delà de 60 minutes sans interruption, 1 heure et demie, eh bien, on commence à avoir des perturbations dans notre corps qui sont mauvaises pour notre santé. J'ai mis un petit mot sur le temps d'écran. Je ne vais pas m'appesantir sur le temps d'écran, ce n'est pas notre propos. Mais je crois qu'il faut être très clair quand même. Il ne faut pas qu'un enfant de 3 ans soit exposé à un écran avant 3 ans. Il ne faut pas. Il ne faut pas, puisque nous avons des données, et moi je suis, comme je dis, toujours prêt à ouvrir les portes du service de pédopsychiatrie du CHU de Rennes, des enfants qui ont un aspect pseudo-autistique, tout simplement parce qu'avant 3 ans, ils ont été exposés de façon chronique aux écrans, de façon régulière, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent plus leurs frères, ils ne reconnaissent plus leurs sœurs, ils ne leur parlent plus. Quel est le traitement? On les sèvre d'écran, ils reconnaissent leurs frères, ils reconnaissent leurs sœurs, ils leur retrouvent leur prénom, ils leur reparlent. Donc tout ça, c'est pour bien montrer qu'on n'est pas là pour embêter qui que ce soit. On n'est pas là pour faire peur à qui que ce soit. Nous sommes là pour dire que quelque chose est dangereux. Comme c'est dangereux de passer un feu rouge, eh bien c'est dangereux de laisser son enfant de moins de 3 ans devant un écran. Or, nous adorons tous nos enfants. À éviter entre 3 et 6 ans les écrans, le moins possible. Et surtout, chez les 6 à 17 ans, ce qui est recommandé, c'est moins ou au maximum 2 heures par jour. Et je vais vous montrer pourquoi un petit peu plus loin. Maintenant, l'inactivité physique, ce n'est pas la sédentarité. C'est-à-dire que ce sont deux choses différentes qui représentent un risque indépendant l'un de l'autre. Vous êtes inactif, je suis inactif.
si je ne respecte pas les recommandations. Quelles sont ces recommandations? C'est de faire chaque jour de l'activité physique, une certaine quantité qui peut être fractionnée ou non. Par exemple, les adultes, c'est au moins 30 minutes d'endurance, c'est-à-dire du cardio et du renforcement musculaire, c'est-à-dire monter les étages et les descendre. On n'a pas besoin de prendre un ascenseur pour monter 1, 2, 3 étages. Quand on est avec une santé normale, on peut monter l'escalier à pied et le descendre. C'est plus rentable musculairement même de le descendre. Et en plus, on n'est pas essoufflé. Chez les enfants, avant 6 ans, c'est 3 heures par jour d'activité physique. Pas de sport. L'enfant de moins de 6 ans doit bouger. Il faut donc le laisser bouger. Il ne demande que ça. Il ne faut pas le punir en le bloquant dans un couffin ou dans une trottinette. Laissez marcher les enfants, laissez-les bouger, laissez-les monter dans les arbres. C'est beaucoup moins dangereux qu'ils restent assis dans une poussette ou dans un canapé toute la journée. De 6 à 17 ans, c'est au moins 60 minutes, pas de sport, d'activité physique modérée à intense. Il faut que nos enfants bougent plus dans la journée et surtout qu'ils soient plus exposés à la lumière. Je n'en ai pas encore parlé, mais sachez quand même qu'il y a une explosion de myopie chez les enfants. En France, mais surtout en Chine. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont myopes en Chine parce qu'ils ne sont pas exposés à la lumière naturelle. Or, la lumière naturelle, de par la gymnastique entre guillemets qui fait faire à nos muscles des yeux, diminue le risque de myopie. Si ça continue, nous aurons des centaines de milliers d'enfants myopes dans notre pays. Si vous ne me croyez pas, regardez le nombre d'opticiens, de magasins d'optique que vous avez et comparez à il y a 5 ans. C'est multiplié par 2. Donc, tout cela, c'est prouvé. L'activité physique, ce n'est pas que du sport. Le sport est une activité physique. Tous les sports sont des activités physiques. Mais vous avez plein d'autres activités physiques. Vous promenez, allez faire vos courses en portant votre cabas, allez à l'école en vélo, etc., etc. Tout ça, c'est de l'activité physique. Et ça rentre dans ce que je vous ai proposé. L'heure d'activité physique de l'enfant, ce n'est pas la suite. Il peut faire 6 fois 10 minutes dans la journée. Il peut faire 30 minutes le matin pour aller à l'école, 15 minutes à l'aller, 15 minutes au déjeuner s'il revient. Ça fait 30 minutes. Et la même chose l'après-midi, il les a fait. Donc, vous voyez, c'est tout à fait faisable. Tout type d'activité physique compte. Un peu d'activité physique vaut mieux qu'aucune activité physique. J'ai trop souvent la question, qu'est-ce qu'il faut faire comme sport, monsieur Carré? Ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire comme activité physique? Ce que vous avez envie de faire, celle qui vous donne du plaisir. C'est simple. Et plus je fais d'activité physique, mieux c'est. Donc, chaque pas en plus, chaque minute que votre enfant fait en plus d'activité physique, c'est bon pour sa santé. Alors, il y a un paramètre qui est très important qui s'appelle la capacité physique. La capacité physique, c'est quoi? C'est l'exercice physique que vous maintenez pendant 5 minutes. Si vous regardez le diagramme de gauche, vous voyez qu'il y a des barres noires qui correspondent aux messieurs, des barres blanches qui correspondent aux dames. Là, c'est les capacités physiques faibles, moyennes, élevées. Qu'est-ce que je vois? Si je prends les messieurs, chaque année, ceux qui ont une capacité physique faible, dans ce groupe-là, il y a 60 personnes qui décèdent d'une maladie chronique. Maintenant, je reprends la capacité physique moyenne. Je vois que chez les messieurs, il y en a 30 qui meurent chaque année. C'est-à-dire que quand j'ai une capacité physique moyenne, donc si je monte plus de marches en 5 minutes que la capacité physique faible, je diminue mon risque de mourir de maladie chronique précocement de moitié, tout simplement. Et par contre, si j'ai une capacité physique faible, eh bien, mon risque est plus élevé. C'est-à-dire que le nombre de marches que vous montez en 5 minutes, la vitesse à laquelle votre enfant est capable de courir pendant 5 minutes, c'est son capital santé. Or, regardez malheureusement, pour les adultes, la capacité physique ne fait que baisser de 1980 à 2010, et pour les enfants, c'est pareil. Pourquoi? Tout simplement parce que pour améliorer votre capacité physique, que vous soyez malade ou pas, il n'y a qu'un moyen, c'est de bouger. Il n'y en a pas deux, il y en a un, bouger. Aucun médicament n'améliore la capacité physique de quelqu'un. Aucun. Les médicaments que je prescris tous les jours permettent aux gens de bouger plus. S'ils restent dans leur fauteuil, mes médicaments n'amélioreront pas leur capacité physique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est vital de bouger parce que notre capital santé en dépend. Si je bouge pour ma santé et ma qualité de vie, j'ai un meilleur mental. Je ne vais pas vous détailler tout ce qu'il y a sur cet écran. Vous avez une bonne humeur, vous êtes motivé. Sur le plan physique, vous êtes autonome, c'est-à-dire que quand vous prenez de l'âge, vous faites de plus en plus de choses. Vous êtes moins fatigué, moins souvent malade. Et quand vous êtes malade, vous récupérez plus vite. Et sur le plan social, vous avez de bonnes relations sociales. Rendez-vous compte, pour être moins malade, si je bouge régulièrement,
je diminue de 20 à 30% les risques de mortalité précoce et de plus de 40 maladies chroniques. Dedans, vous avez tout. Infarctus, accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle, diabète, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer, etc., etc., maladie de Parkinson. Tout ça, c'est diminué par le fait de bouger 30 minutes par jour d'environ 30%. Et si je suis malade, si j'ai déjà une maladie chronique, si votre enfant, par malchance, a déjà une maladie chronique, sachez que s'il bouge, en fonction de ses capacités, il y aura moins d'aggravation et moins de complications. Ça aussi, c'est formellement prouvé. En fait, l'activité physique, c'est une thérapeutique non médicamenteuse qui prévient les maladies et quand on est malade, prévient les complications. Maintenant, ne pas bouger, c'est tout l'inverse. Au niveau mental, je suis plus anxieux, plus dépressif. Sur le plan physique, au moindre effort, je suis fatigué, essoufflé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je diminue ma quantité d'activité physique. Qu'est-ce qui se passe? Je suis de plus en plus fatigué, de plus en plus essoufflé. Rappelez-vous, rester sur une chaise ne repose pas. C'est une impression. Bien sûr que quand je suis assis, je vais bien. Mais dès que je me remets debout, j'ai aussi mal aux jambes qu'avant. Alors que quand j'ai mal aux jambes, si je vais marcher un petit peu, 5-10 minutes, eh bien, je serai moins fatigué. Et sur le plan social, eh bien, je suis isolé. Ce qui me permet d'insister sur le temps d'écran chez les enfants. Vous voyez ici, c'est une étude quand même sur 130 000 enfants. Ce n'est pas des petites études dont je vous parle. C'est des études sur des grandes populations. Et là, on a classé les enfants en fonction du nombre d'heures d'écran par jour, de 0 heure à 5 heures. Et là, on a regardé le risque d'avoir une dépression. Donc, à 0 heure d'écran, on va dire que le risque est de 1. Quand je regarde un peu les écrans, ça baisse un petit peu, très peu, mais surtout, après 2 heures, regardez, on a 2 heures, ça explose le risque. C'est pour ça qu'on a dit qu'il ne fallait pas que les enfants aient plus de 2 heures d'écran entre 6 et 17 ans. C'est pour ça. C'est une étude qui l'a montré. Aujourd'hui, ça a l'air de surprendre personne qu'un enfant de 11 ans soit dépressif. Mais ça n'existait pas, l'enfant dépressif. La dépression, c'était une maladie de personnes âgées. C'est des maladies d'enfants. Et en grande partie parce qu'ils ne bougent pas assez et qu'ils sont trop exposés aux écrans. Donc, n'allons pas chercher tout de suite que c'est la société qui ceci, qui cela. Non. Déjà, il y a les choses simples. Diminuons le temps d'écran, bougeons plus. Et toutes les études le montrent. Il y a eu des études chez les enfants, on a montré que quand ils font 30 minutes d'activité physique de plus par semaine, ils disent qu'ils ont une meilleure qualité de vie. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est eux qui le disent. Donc, ce sont des choses importantes. Et pourtant, regardez aujourd'hui, de quoi se plaignent nos enfants, nos adolescents. Alors, je me suis amusé à discuter avec eux. Ils m'ont dit, il y a 3 phrases. 1, flemme. Donc, vous voyez, ils sont trop fatigués pour dire la phrase en entier. 2, je m'ennuie. Et 3, je dep, pour que je déprime. Ces 3 choses-là, vous ne les avez pas si vous bougez. Parce que vous n'êtes plus fatigué, vous vous ennuyez plus et vous déprimez moins. Donc, la solution, elle est entre leurs mains. Elle est entre nos mains, parents. Parce que, comme je dis toujours, je ne me moque pas des adolescents. Peut-être qu'à 16 ans, je serai comme ils étaient, comme ils sont. Personne ne peut me le dire. Moi, à 16 ans, je n'avais pas toutes les facilités qu'ils ont. Par contre, si le papa et la maman passent autant de temps sur les écrans que les enfants, eh bien, ça va être compliqué de leur demander d'arrêter. Donc, rappelez-vous, nos enfants, il faut leur prouver, il faut leur expliquer qu'on peut tout changer s'ils décident de se lever, de sortir avec des copains, ou bien de sortir avec son papa et sa maman pour aller bouger un petit peu. Et vous verrez que quand ils auront pris le plaisir de le partager avec vous, eh bien, ce sera beaucoup plus sûr. Par contre, leur dire, va dehors, tu m'énerves, va dehors à rien faire, va dehors et tout, c'est une punition. Viens, on va dehors, viens, on va aller faire ça. Ça, ce n'est pas une punition, c'est quelque chose, une collaboration qu'on fait qui va lui apporter quelque chose. Il me semble, professeur, si je peux me permettre, que vous avez une expérience avec votre petit-fils concernant le fait d'aller dehors et de lui donner un intérêt d'aller dehors. Oui, en y allant de façon ludique. Tout à fait. Moi, pouvez-vous nous partager un petit peu cette expérience-là, peut-être? Oui, j'ai l'expérience, si vous voulez, j'ai la chance d'avoir 8 petits-enfants, j'en ai 2 ados. Donc là, j'ai changé aussi ma façon de leur parler, mais j'en ai 6 qui sont petits, qui ont entre 3 et 10 ans. Et donc, j'alterne, je vais toujours sortir avec eux. Alors, je ne sais même plus si j'ai la photo, mais peu importe. Comme je dis, je n'ai pas encore la canne, mais j'ai déjà la casquette. Et donc, en fait, il y a, si vous voulez,
un échange entre mon petit-fils et moi. Alors, ça, c'est les petits. Et puis, j'ai une autre expérience avec un ado qui est un fou de tennis. Et lui, il se trouve qu'il vient régulièrement, puisqu'il travaille pas loin, son lycée est proche de mon hôpital, et que c'est moi qui l'emmène souvent au tennis. Et pour l'emmener au tennis, j'ai un petit défaut, c'est que je me gare à 1 kilomètre de mon hôpital. Comme ça, je fais 10 minutes de marche le matin, 10 minutes le soir et 10 minutes le midi après manger, j'ai fait mes 30 minutes. Et mon petit-fils qui est fou de tennis, qui se défonce comme un fou sur le court de tennis, quand il me voit, il me dit « Papy, tu n'es pas encore garé à l'autre bout là-bas quand même, c'est pas possible. » Je lui dis « Ben si Mathis, si, je suis désolé, tu sais bien, moi je me gare toujours à l'autre bout. Mais c'est pour ta santé, on va marcher. » Et là, sa phrase que vous connaissez tous, « Tu me saoules avec ta marche à pied, papy. » Eh bien oui, parce qu'il ne comprend pas pourquoi marcher alors qu'on peut prendre la voiture. Il n'a pas de plaisir à marcher parce qu'il ne marche pas. Si vous n'avez pas de plaisir, vous ne faites rien. Donc, maintenant, il a commencé à comprendre, il a vieilli un petit peu, et maintenant, je l'entends dire la même chose à ses petits cousins en lui disant « il faut qu'on marche », et il va marcher avec eux. Donc, vous voyez, je n'ai pas perdu tout mon temps. Alors ici, je vous ai marqué un petit peu les problèmes de l'inactivité physique et de la sédentarité pour que vous compreniez bien qu'on n'est pas là pour embêter qui que ce soit. C'est comme pour le tabac. Quand je dis aux gens qu'il ne faut pas fumer, ce n'est pas pour les embêter. Si on peut fumer 3 paquets par jour, que ce n'est pas dangereux, ça ne me dérange pas. Fumons. J'ai aucun problème. Là, vous voyez ici simplement, on a mesuré le taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, chez des sujets qui vont travailler dans un laboratoire. Ils sont 30. Il y en a 15 qui vont rester 7 heures assis. C'était 8 heures au Canada, donc c'est 8 heures assis, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, sauf pour aller manger, aller aux toilettes. Et les 2 autres groupes, on les a séparés. Ils se lèvent toutes les 30 minutes et ils bougent 3 minutes en marchant ou en faisant des flexions sur les jambes. Et on regarde la glycémie. En rouge, c'est les gens qui restent assis. Vous voyez la glycémie normale, c'est le petit trait gris, 1 gramme par litre. Ils sont au-dessus tout le temps. Par contre, quand je bouge régulièrement, regardez, je suis en dessous tout le temps. Ça, c'est bon pour mes vaisseaux. Plus j'ai de sucre dans le sang, plus ça abîme mes vaisseaux. Plus ma pression artérielle est élevée, plus ça abîme mes vaisseaux. Plus j'ai de cholestérol, plus ça abîme mes vaisseaux. Et vous voyez, mais là, ça on le savait, il n'y avait rien de savant. Mais ça, par contre, c'est extraordinaire, malheureusement. Ils sortent du laboratoire. Et là, les gens vont faire leurs courses, voir du sport, regardez, leur glycémie baisse. Les autres aussi. Mais surtout la nuit. Eh bien, ceux qui sont restés assis toute la journée, leur glycémie remonte, vous voyez, après le dîner, et pendant la nuit, ils sont toujours au-dessus de 1 gramme. Alors qu'ils ont bougé après. C'est-à-dire que le fait d'être resté assis 7 heures au travail ou 8 heures va retentir sur ma glycémie toute la journée. C'est-à-dire que ce que j'ai fait le soir ne suffit pas pour refaire baisser ma glycémie. Alors que ceux qui ont bougé dans la journée, regardez leur glycémie, elle est beaucoup plus basse. Vous faites ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, et vous avez toute la différence au niveau de vos vaisseaux. Je peux vous montrer la même chose sur la pression artérielle ou sur le cholestérol. Encore plus fort, regardez ici, c'est un monsieur ou une dame qui mange bien et qui bouge régulièrement. Ce que vous voyez là, c'est ces cellules graisseuses. Rouge, c'est des vaisseaux, et vert, ce sont des cellules qui vous permettent de vous défendre contre les infections et aussi contre les cellules anormales, donc contre les cancers. Quand elles sont en vert, vous voyez, elles diminuent l'inflammation, l'organisme n'aime pas l'inflammation, et surtout, elles ont une phagocytose, c'est-à-dire une capacité de manger les cellules ou les virus anormaux, tous les agents infectieux. Maintenant, le même monsieur ou la même dame, allez, on va dire n'importe quoi, ils ont divorcé, ils ont perdu leur père, leur mère, leur frère, peu importe, et là, ils décident de ne plus bouger et de manger n'importe quoi. Qu'est-ce que font les cellules graisseuses? Elles gonflent. Mais surtout, regardez les cellules qui étaient vertes, elles deviennent rouges. Et quand je suis une cellule qui devient rouge, j'augmente l'inflammation et je diminue la capacité de manger les cellules anormales. Je perturbe mon système immunitaire. Et c'est ça qui favorise le développement des cancers quand je bouge moins et quand je ne fais pas attention à ce que je mange. Au total, je retrouve mes 40 maladies chroniques qui vont se développer parce que j'ai l'augmentation de l'inflammation et des défenses immunitaires. Donc, vous voyez, ça vous montre le niveau de preuve que l'on a. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'on bouge? Quand l'on bouge, c'est tout l'inverse. Alors là, il faut que je revienne en quelques minutes sur nos ancêtres Homo sapiens. Vous savez, notre ancêtre Homo sapiens s'était mis debout, ça a été compliqué pour se mettre debout. Hein. On ne se rend pas compte au niveau d'un organisme qui a l'habitude d'être à 4 pattes, combien c'est compliqué de se mettre debout, hein, même au niveau du cœur. Hein. Donc, peu importe, il est arrivé à se mettre debout et puis il est devenu chasseur-cueilleur. Et pour être chasseur-cueilleur, qu'est-ce qu'il a développé, mon ancêtre Homo sapiens? Des gènes qui lui permettent de stocker les graisses. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas tous les jours.
Donc, quand il mange beaucoup. Comme ça, il peut rester 3 semaines sans manger, ce n'est pas grave. Du moment qu'il boit, ça va bien. Et puis, il a développé aussi ses gènes pour être capable de chasser. Parce qu'il n'avait pas de fusil. Il chassait en courant derrière l'animal. Donc, il épuisait l'animal en courant. Je ne sais pas parmi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, combien sont capables d'épuiser un animal en courant aujourd'hui. Pourtant, vous avez les mêmes gènes. Vous ne le savez pas, mais dans vos gènes, vous avez 95 à 97% des gènes de vos ancêtres Homo sapiens. C'est-à-dire presque la même chose. Donc, vous les avez, ces gènes. La preuve, aujourd'hui, nous prenons du poids, nous avons de plus en plus de problèmes d'obésité, nous stockons les graisses. Nous avons les gènes d'Homo sapiens. Parce que nous mangeons trop, et pas de bonnes choses, nous stockons les graisses. Mais nous avons aussi les autres gènes, mais on ne s'en sert plus. Et regardez, pour vous prouver que vous les avez, on met quelqu'un sur un vélo, on lui bloque sa pédale droite, il ne va pédaler que de la jambe gauche. On le fait pédaler pendant 15 minutes, 20 minutes. Et après, on va prendre un petit bout de muscle et regarder dans ce muscle combien il y a de protéines. Pourquoi des protéines? Tout simplement parce que les protéines, ça veut dire qu'il y a un gène qui a été stimulé. Donc là, c'est les gènes d'Homo sapiens pour être le plus endurant. Il n'y a qu'une jambe qui a bougé. Je vais regarder dans la jambe qui n'a pas bougé quelques protéines. C'est normal, je n'ai pas stimulé les gènes d'Homo sapiens qu'il m'a légués, puisque je n'ai pas bougé. Et l'autre jambe qui a bougé, je stimule les gènes et regardez, 200 protéines qui font quoi? Qui baissent l'inflammation, qui améliorent le système immunitaire et qui diminuent les maladies, le risque de maladie, comme vous le voyez ici. Voilà ces molécules. Traitement de l'ostéoporose, amélioration de la mémoire, amélioration cardiaque, diminution du risque de cancer, amélioration du microbiote intestinal. Donc, j'ai la preuve formelle que j'ai tous les outils. Le seul problème, si je ne bouge pas, ces outils ne peuvent pas fonctionner. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que nous sommes génétiquement programmés pour bouger. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, tant qu'on n'aura pas changé nos gènes, et ça prendra des millions d'années pour les changer, eh bien, nous sommes génétiquement programmés pour bouger et ça n'ira pas bien pour nous. Alors, un petit mot sur le sommeil quand même, parce que c'est important. Je vous ai dit bien bouger, bien manger, bien dormir. Alors, passons un petit peu sur le sommeil. Pourquoi le sommeil? Parce qu'il y a des recommandations. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus le temps passe, moins nous dormons. On a perdu à peu près chez les adultes 40 minutes de temps de sommeil en une trentaine d'années. Tout simplement parce que notre société fait qu'on a oublié que le sommeil, c'était indispensable. Avant, les gens n'avaient peut-être pas tous les loisirs que l'on a, etc. Je n'ai rien contre ces loisirs, du moment qu'on les utilise bien, mais simplement, avant, on se couchait avec les poules, comme on disait, et on se levait avec le coq. C'était ça, c'était simple. Donc, on dormait, quand il venait nuit, on allait dormir parce qu'il n'y avait pas trop d'autres choses à faire. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et on prend toujours sur notre temps de sommeil. Combien de fois j'entends des gens me dire, en particulier les jeunes, c'est une perte de temps le sommeil? Pas du tout. Le sommeil, c'est vital. Le sommeil, c'est physiologique. Regardez les troubles du sommeil que l'on a actuellement, c'est énorme. Alors, il y a les problèmes d'apnée du sommeil. On pourra en parler dans la discussion si vous voulez. Mais c'est quelque chose de très important. Et le temps de sommeil par âge, vous voyez, c'est quand même bien précisé. Si on prend les bébés, c'est 15h à 18h. Les enfants de 1 à 12 ans, c'est 10 à 14h. 12 à 18 ans, ça va être 9 à 10h. Et puis après, chez les adultes, c'est plutôt 7 à 9h. Et avec l'âge, on va diminuer un petit peu le temps de sommeil. Mais attention aux personnes âgées, il arrive que dans la journée, ils dorment. Je vous rappelle que c'est un temps de sommeil global qui peut implanter. Par exemple, ça m'arrive d'avoir des personnes âgées qui dorment devant la télévision 2 heures ou 3 heures par journée. Eh bien, ce temps-là, c'est normal que la nuit, ils aient un petit peu de mal à s'endormir ou à dormir moins. Mais retenez bien une chose, il faut dormir suffisamment. Pareil, il ne faut pas dormir trop. Pourquoi? Parce que ça favorise, comme je vous l'ai dit, des pathologies cardiovasculaires, certains cancers, du diabète et l'obésité. Alors, le train du sommeil chez l'enfant, c'est le train du sommeil chez tout le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre sommeil est composé de différents cycles. Un train, c'est un cycle de sommeil. Dans ce cycle de sommeil, vous avez plusieurs wagons. Vous avez donc, le premier, c'est l'endormissement, le temps que je vais m'endormir. Et puis ensuite, je m'endors de façon très légère. Au moindre bruit, je vais sursauter, me réveiller. Après, c'est un petit peu mieux, c'est léger. Et là, je m'endors de façon profondément. Ce sommeil profond, il est très important. C'est là où le corps se repose, récupère de ma journée. Et l'organisme va aussi fabriquer différentes hormones, dont l'hormone de croissance, qui chez l'enfant va favoriser l'augmentation de la taille, mais pas que.
Et puis aussi les anticorps. Les anticorps, c'est ce qui nous défend contre les infections. Donc, en fait, je retombe toujours sur la même chose. L'activité physique améliore les défenses contre les infections. Le sommeil améliore les défenses contre les infections. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est la période des rêves. Cette période des rêves, c'est quelque chose qui est aussi important parce que ça permet de recharger mes batteries pour me redonner l'énergie pour le lendemain et aussi me permettre d'enregistrer ce que j'ai appris dans la journée. Et puis après, je vais me réveiller. Alors, c'est des micro-réveils, je ne me rends pas compte que je vais me réveiller, mais je repars dans un autre cycle. Sauf si je me réveille complètement à ce moment-là. Et à ce moment-là, je peux avoir du mal à m'endormir. Et c'est pour ça qu'on dit aux personnes qui ont du mal à s'endormir, c'est que souvent, ils ont la phase d'endormissement. Ils se disent, non, ben non, il n'est pas tard, je ne vais pas m'endormir maintenant. Et là, ils font passer le train et c'est fini. Ils ont pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, voire 2 heures, ils ne pourront plus s'endormir. Il va falloir prendre le train suivant. Et ça, c'est pareil pour les enfants. Donc, vous comprenez bien que si votre enfant, il part avec son téléphone portable sous sa couette et qu'il va s'endormir, il commence à avoir les yeux qui clignotent devant l'écran, mais il se dit, ah non, j'ai ma compagne, ma copine, il faut que je lui parle et tout. Et hop, il est parti pour 2 heures s'endormir. Il ne les rattrapera pas, parce que le lendemain, il faut se lever pour aller à l'école. Donc ça, c'est très important à comprendre comment ça fonctionne, et on verra comment on peut essayer d'améliorer ça chez nos enfants. Donc, il y a des habitudes pour mieux dormir. D'abord, il faut des rythmes de vie réguliers. Je vous rappelle, 1 heure d'activité physique ou sportive par jour. Il vaut mieux avoir des repas à heure fixe. C'est ce qui se passe à l'école. La cantine, elle est à un horaire fixe. Il faut que le dîner, qui est très important, soit quelque chose de calme, qui va détendre. Si jamais le dîner est quelque chose de stressant pour l'enfant, vous comprenez bien qu'il va avoir du mal à dormir. Ce n'est pas là qu'il faut se bagarrer. Il faut trouver des solutions pour que le dîner soit la familiale en particulier, soit une petite fête le soir. Il faut qu'il soit à heure fixe, toujours pareil. Je me couche, je me lève à heure fixe. Chose importante qu'on oublie tout le monde, c'est école ou pas. Attention aux horaires de décalage pendant les vacances. Le lendemain, souvent l'enfant va quand même se réveiller comme il se réveillait aux heures d'avant, donc il va prendre une dette de sommeil dont on va reparler un petit peu après, et après il ne va pas la rattraper, cette dette de sommeil. Et quand on va retourner à l'école, ça va être un peu compliqué. Donc je sais que ça peut paraître des contraintes, mais nous, on est là pour expliquer aux gens quand ils sont inquiets ou quand ils voient que leur enfant n'est pas en forme parce qu'il ne dort pas assez. Il faut bien comprendre le pourquoi du comment. Donc avant le coucher, ce n'est pas le moment d'aller jouer à Colin Maillard, à cache-cache et au chat. Ce n'est pas le moment. Avant le coucher, on peut faire des activités qui ne sont pas excitantes. Par exemple, une lecture. C'est pour ça que la lecture a du bon, par exemple. Il ne faut pas non plus prendre la lecture qui va faire le plus peur possible. Halloween, c'est passé, donc on va plutôt donner des choses qui vont, stimuler l'imaginaire positif de l'enfant. On ne fait pas d'activité physique intense à 3 heures avant le coucher. On reviendra pourquoi. Pas d'écran. Pourquoi? Parce que quand je me mets devant l'écran, je diminue la libération d'une hormone qui est la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, il faut éviter les écrans. Et ça, c'est tout le monde. Normalement, les écrans, c'est interdit au lit. Et la télévision dans la chambre, moi, je ne suis pas un fanat. N'oubliez pas que si papa et maman ont une télévision dans la chambre, l'adolescent de 15 ans ne comprend pas pourquoi lui, il n'en a pas une. C'est une punition pour lui. Donc, réfléchissons-y. Et puis, un bon environnement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait du noir. Alors, on peut laisser une lumière pour les tout petits quand il y a une inquiétude. Il peut y avoir une lumière tamisée ou une pièce qui est allumée pas trop loin pour que de temps en temps, quand il s'endorme, s'il a besoin, il voit la lumière. Mais globalement, pas de bruit et bien sûr, pas de lumière trop importante, trop brutale dans la nuit. À quoi ça sert de dormir? Comme je vous l'ai dit tout d'abord, ça va, au moment où je m'endors, ma température baisse. C'est pour ça que quand vous faites une sieste, quand vous vous réveillez, vous avez froid. Parce que votre température corporelle a baissé, tout simplement. C'est normal, c'est physiologique. C'est pour ça que si je fais du sport intense avant, ma température corporelle monte et j'ai du mal à m'endormir. Ma respiration va être moins importante. Je respire de façon plus ample et de façon moins rapide. Et mon tonus musculaire s'effondre. C'est pour ça que de temps en temps, vous le voyez avec vos enfants, ou même vous-même, tout un temps, il y a une chambre qui part dans un coin, tout d'un coup, brutalement, c'est que votre muscle, il n'y a plus de tonus dedans, et votre jambe, elle est complètement inerte. C'est normal. Vous mettez votre corps au repos. Ça a des effets bénéfiques sur la croissance de vos enfants, c'est très important. Je vous l'ai dit, les anticorps, la reconstruction cellulaire, si vous avez fait par exemple de l'activité physique
importantes dans la journée. Ça va reconstruire, réparer éventuellement les dommages que vous avez créés. Ça va vous permettre aussi d'améliorer l'apprentissage et la mémorisation. Et surtout, ça améliore l'humeur. Pourquoi bien dormir? Tout simplement parce que vous avez des bienfaits physiologiques, psychologiques, cognitifs. Cognitifs, je vous rappelle que c'est les émotions, c'est l'apprentissage, c'est la mémoire. Et la dette de sommeil, ça veut dire que vous avez vos batteries qui sont déchargées. Si vous ne rechargez pas vos batteries chaque nuit, au fur et à mesure, elles vont être de plus en plus déchargées. Vous serez de plus en plus fatigué. Vous serez de plus en plus de mauvaise humeur. Vous serez de moins en moins efficace au travail ou dans la journée. Donc, il faut le savoir. Il va falloir rattraper ça. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait des risques de surpoids quand on ne dormait pas bien ou pas assez. Tout simplement parce que si je ne dors pas assez, j'augmente la libération d'une hormone qui s'appelle la gréline. C'est l'hormone de l'appétit. Donc, vous aurez plus faim le lendemain. Et surtout, vous diminuez la leptine, qui est l'hormone de la satiété, c'est-à-dire la sensation de ne plus avoir faim. Donc ça, c'est formellement prouvé aussi. Enfin, rappelez-vous d'une chose, c'est que plus je suis sédentaire et inactif, plus j'ai de troubles du sommeil. Ça favorise le surpoids, ça diminue la qualité de vie. Si je fais de l'activité physique régulière, j'améliore mon rythme, l'équilibre veille-sommeil. Je m'endors plus rapidement. J'ai moins d'éveil nocturne. Je vais augmenter la durée totale du sommeil profond. Rappelez-vous, c'est celui qui me repose, c'est celui qui va, etc. Je diminue un peu le sommeil paradoxal, mais ce n'est pas très grave parce que là, ça va compenser par le sommeil profond. Et surtout, j'ai une meilleure récupération physique et cognitive. À l'inverse, si vous faites de l'activité physique juste avant, je vous ai dit, vous avez du mal à vous endormir, et vous avez des hormones comme l'adrénaline, la noradrénaline que vous connaissez, qui sont les hormones excitantes, qui vont vous empêcher de dormir, et tout le temps que vous perdez à l'endormissement, il est perdu. Le lendemain, vous vous levez à la même heure. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, je vais rattraper, je vais dormir 1 heure de plus. Donc, il faut vraiment faire attention à cette phase d'endormissement. Enfin, la dernière partie, c'est la vigilance. Malgré tout ce que je viens de vous dire, il y a un tsunami d'inactivité physique et de sédentarité. Les gens bougent de moins en moins, les gens sont de plus en plus assis. À tel point que, regardez, en France, les adultes, c'est 12 heures par jour quand on travaille assis, et les jours où on ne travaille pas, 9 heures. Donc, vous voyez, ce n'est pas une très bonne chose. Les enfants, je vous l'ai dit, 51% 7 ans, un enfant assis, 74% un adolescent à 15 ans en France passe assis. Ce qui fait qu'on a changé un tout petit peu notre vie. On avait des énormes ordinateurs, on était tous minces. Aujourd'hui, on a des tout petits ordinateurs, on a tous tendance à prendre du poids. Ça s'appelle le progrès. Je vous laisse juger, mais ça vous montre quand même qu'il y a des effets sur lesquels nous devons veiller, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les écrans. Il faut dire simplement qu'il faut s'adapter et savoir regarder les écrans. Les chiffres attendus qui nous préoccupent beaucoup, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est à 1 milliard d'obèses dans le monde. Et si rien ne change, l'OMS nous promet 1 enfant sur 3 et 60%, 6 adultes sur 10 seront obèses en 2050. Si vous ne croyez pas l'OMS, regardez les Américains. 90% des Américains sont en surpoids, 50% sont obèses. Actuellement, 48%. On fait tout ce que font les Américains 25 ans après. On est en 2025, 2050. Si rien ne change, si on ne change pas notre alimentation, si on ne décide pas de bouger plus et d'être moins assis, eh bien, c'est ce qui nous guette. Et c'est la même chose pour les maladies chroniques. Notre problématique à nous, médecins, c'est qui va soigner. Nous ne serons jamais assez de médecins, puisque nous ne pourrons pas compenser le nombre de malades qui va arriver. Et qui va payer? Il faut regarder les choses en face. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est pessimiste, pas du tout, puisqu'il y a une solution, c'est qu'on change notre mode de vie. Sinon, si c'était perdu, il y a longtemps que j'arrêterais de parler, de dire ce que je répète. Mais moi, je pars du principe, si vous voulez, que je suis médecin, je suis là pour alerter. Sinon, j'aurais l'impression que c'est non-assistance à personne en danger. Je trouverais ça très grave qu'on ne dise pas aux gens ce qui se passe. Hein, c'est exactement comme pour les drogues, c'est exactement comme tout ce qui se passe autour de nous dans notre société actuelle. Si on ne le dit pas, on va avoir des soucis. C'est tout. Regardez pour nos enfants, c'est vrai qu'on est préoccupé parce que les enfants, je vous ai parlé de la dépression, mais les enfants ont du diabète. Le diabète, c'était la maladie de l'homme de 40 ans. Il y a des diabétiques de 14 ans. Moi, je vois des diabétiques qui ont 14 ans. Ils sont en fort surpoids pour la plupart, parce que c'est le diabète de type 2. C'est des maladies de vieux. Je suis désolé, ça n'existait pas avant. On ne le voyait pas. Alors, j'ai plus 20 ans, c'est vrai, mais on ne le voyait pas. Aujourd'hui, on sait que les collégiens
de 2020 comparé aux collégiens de 2010 ont une pression artérielle plus élevée, ont plus de cholestérol dans le sang et ont un taux de sucre dans le sang plus élevé. On sait que la première cause d'arrêt cardiaque en France, avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. Mais l'infarctus du myocarde, il y a 15 ans, on le faisait à 45 ans. Aujourd'hui, c'est moins de 30 ans. Alors oui, il y a le cannabis, mais il n'y a pas que le cannabis. Et c'est pour ça que je le dis et je le crains, il y a des collégiens de 15 ans aujourd'hui qui préparent leur infarctus à 30 ans. J'en suis pratiquement certain. Il n'y a aucun doute. 15 ans d'exposition à trop de cholestérol égale infarctus à 30 ans. Alors, rien n'est perdu. Pour finir sur une note plus positive, vous voyez dans la partie gauche, c'est chez les adultes, donc je ne vais pas m'en parler beaucoup, mais je vais vous parler des collégiens. En 2022, nous avons une étude qui s'appelait Inverser la courbe. Inverser la courbe de la capacité physique. Cette courbe, c'était simple. On a mesuré la capacité physique des collégiens, les 9300 dont je vous ai parlé, en les faisant courir. Et on a vu qu'ils couraient en moyenne dans 3 régions, la région des Hauts-de-France, la région Bretagne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, à 9,7 km/h. Alors, ça ne veut rien dire pour vous. Mais juste, je vous rappelle qu'en 1987, avec la même méthode, les collégiens de 11 ans couraient à 11 km/h. Rappelez-vous le nombre de marches que l'on monte en 5 minutes. Eh bien, voilà la baisse de la capacité physique. Aujourd'hui, un collégien de 11 ans n'arrive pas, en moyenne, il y en a qui y arrivent, ceux qui font du sport, mais il y en a qui n'arrivent, la moyenne des collégiens n'arrive pas à suivre un homme de 60 ans ou de 65 ans quand on court 1 km. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme de 65 ans, il avait 11 ans il y a 50 ans. Et il y a 50 ans, il n'arrêtait pas de bouger. Et donc, lui, il avait une bonne capacité physique. Lui, il avait un bon capital santé. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a on a pris les collégiens, on les a divisés en 2 groupes, et puis, il y en a à qui on a fait faire, lors des cours d'éducation physique et sportive, 10 minutes, pendant 8 cours de suite, 10 minutes d'entraînement spécifique, c'est-à-dire ils couraient vite pendant 1 minute, ils marchaient 30 secondes, ils recouraient vite 1 minute, etc. Et là, on a montré qu'en 8 cours, en 80 minutes, on avait rattrapé 44% de la baisse entre 9,7 et 11 km/h. Presque la moitié en 80 minutes. Donc, rien n'est perdu. On peut inverser la courbe. Et je peux l'inverser à 85 ans. Je peux toujours l'inverser. Le tout, c'est que je me mette debout et que je bouge un tout petit peu plus. Je n'ai pas d'autre solution. Aucune autre solution. Donc, rappelez-vous bien, dans tout ce que je vous ai dit, que cette phrase, qui n'est pas de moi, c'est pour ça que je vous demande de la retenir, je vous le conseille, c'est votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre toute votre vie. Je n'y avais jamais pensé. Avant que je lise ce texte de Jim Rohn, je n'avais jamais pensé qu'effectivement, le seul endroit où je suis forcé de vivre toute ma vie, c'est mon corps. Donc, si je n'en prends pas soin, ben, je vais vivre dans un endroit qui risque par moment d'être pourri, qui va me donner mal aux genoux, qui va me donner mal à la tête, qui va m'essouffler, qui va me faire développer une maladie, etc. Ou bien, si j'en prends soin, bien bouger, bien manger, bien dormir, je vais vivre dans un paradis pendant le plus longtemps possible. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces explications très, très complètes. Nous avons quelques questions dans le chat. Peut-être Thierry, nous les partager, s'il te plaît? Oui, exactement. J'ai noté. Alors, en effet, le tableau est un peu sombre et ça peut faire peur à certains, à certaines, mais on voit l'espoir quand même, malgré tout, derrière tout ça. Alors, j'avais quelques questions. La première sur le fait de favoriser l'endormissement pour les enfants entre 8 et 11 ans, qui parfois, qu'on couche à 20h30 et qui ne s'endorment pas avant 22h30 ou 23h, malgré les rituels, l'endormissement ne vient pas. Est-ce que vous avez une formule miracle, professeur? Alors, la formule miracle, si vous voulez, d'abord, je ne l'ai pas, parce que si j'avais des formules miracles, je les aurais exploitées pour mes petits-enfants, puisqu'il y en a qui s'endorment plus facilement plus les uns que les autres. Ça dépend vraiment, il faut reprendre le cours de la journée. L'endormissement, c'est la fin de la journée. Donc, il faut absolument regarder ce qui s'est passé dans la journée, ce qui a pu se passer pour que l'endormissement se passe mal. Le rituel, rappelez-vous, il faut que ce soit réglé comme du papier à musique. C'est-à-dire que si l'enfant a l'habitude, par exemple, le mardi,
sous prétexte que le mercredi il ne va pas à l'école, de s'endormir tard ou mal, pourquoi voulez-vous qu'il s'endorme tôt le lendemain, le mercredi? Et réciproquement. Pour la plupart des enfants, aller se coucher, ça a l'air bête, mais c'est plus une punition. Moi, sur les 8, j'ai qu'une petite fille. Hein. J'ai 7 garçons, 7 petits garçons et une petite fille. C'est la seule qui demandait à aller se coucher. Les garçons, il n'y en a eu aucun. Donc, c'était une punition. La sieste, c'est souvent une punition pour l'enfant. On le prive. En fait, on le met à part, on le punit. Donc, il faut qu'ils comprennent que, en fait, il y a des choses qu'on fait. Et les repas à heure fixe, toutes ces choses-là aident. Après, moi, je n'ai pas de méthode miracle. Mais de toute façon, il faut chercher le pourquoi il y a un problème. Peut-être en parler avec lui. Essayer de discuter, de voir pourquoi il n'aime pas, qu'est-ce qui le gêne dans le fait d'aller se coucher. Il peut y avoir des tas de raisons qui peuvent arriver. Je dis n'importe quoi. Par exemple, il pense à des mauvaises choses au moment où il va se coucher, ou bien il aimerait qu'on lui raconte un autre type d'histoire. L'enfant ne va pas forcément peut-être lui faire choisir le livre qu'il veut, des choses comme ça, vous voyez. Mais de toute façon, je crois que la chose la plus importante, c'est la régularité. L'enfant aime les cadres. Contrairement à ce que croient beaucoup de parents, alors je sais que vous savez, j'ai des cheveux blancs, je suis très vieux, j'en suis conscient. Mais toutes les études vous le montrent, les sociologues vous le disent, les enfants aiment les cadres. Si demain, on dit à l'éducation nationale, je me bats beaucoup avec l'éducation nationale qui, de mon point de vue, ne fait pas tout ce qu'elle devrait faire pour que les enfants bougent comme ils devraient bouger à l'école. Si demain, l'éducation nationale dit à partir de maintenant, de la 6e à la terminale, la première demi-heure, c'est activité physique, éducation physique à l'école. Ils vont tous la faire, les gamins, tous. Et vous verrez, il n'y aura aucun problème. C'est le cadre. Si par contre, vous dites, si les enfants le veulent bien, ils vont faire la demi-heure d'éducation physique, c'est fini. Ils ne la feront pas. Il y en aura 10, 15 qui aiment le sport, qui vont la faire. Donc, il y a des cadres. À la maison, il y a des cadres. L'heure du coucher, c'est l'heure du coucher. Mais il ne faut pas qu'il y ait des entorses. Alors, je sais que c'est très dur. Hein, mais moi, ce que je vous dis, vous me posez une question, j'essaie d'y répondre. Mais vraiment, c'est pareil pour la nourriture. Il y a des choses, si on habitue l'enfant très tôt à varier son alimentation, sans le forcer, mais en lui présentant les choses d'une certaine façon, eh bien, on arrive plus facilement que si jamais c'est lui qui choisit tout. Voilà. Ok. Merci. Il y avait une autre question sur l'endormissement et l'utilisation de liseuses le soir. Est-ce que lire, c'est quelque chose qui peut apaiser ou pas? Alors, depuis ce qu'on lit. Oui, exactement, c'est ce que je vous disais. Pourquoi pas? Pour le petit enfant, bon, normalement, il ne sait pas lire avant 5-6 ans. Il y en a qui sont précoces. Mais en fait, dans mon expérience, l'enfant, quand il lit le soir, il aime bien partager. Je ne vous parle pas de l'adolescent, hein, je vous parle de l'enfant. Mais si l'adolescent veut lire, mais par exemple, je vais être très clair avec vous, l'adolescent, moi j'ai des tas de personnes qui viennent me voir, mon fils ne s'endort pas avant 3 heures. Ben, je dis, mais pourquoi? Parce qu'il regarde son portable. Mais je lui dis, comment ça? Il regarde son portable à 3 heures du matin? Et ben, je lui dis oui, il me dit oui, il le regarde sous sa couette. Mais je lui dis, qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone dans sa chambre? Et là, surprise, dans le regard des parents. Et je leur dis, ni vous, ni votre mari ou votre femme ne devez avoir le portable dans votre chambre et l'enfant ne l'aura pas. Point à la ligne. Moi, je suis un vieux machin, quand on vient manger à la maison chez moi, il y a une desserte, il y a un téléphone sur la desserte, c'est le mien. Quand toute la famille arrive le dimanche, tout le monde pose le téléphone. Il n'y a pas un téléphone qui rentre dans la salle à manger et le salon. Pas un. C'est tout. Mais si moi, je le mets à table à côté de moi et que je dis à mes petits-enfants de ne pas le prendre, ils ne vont pas comprendre. Donc, c'est pareil. Alors, la lecture, oui, vous pouvez. Il faut que ce soit des lectures, comment dire, plutôt de détente, hein, pas des trucs un petit peu compliqués. Et puis surtout, il y a un horaire. Tu lis 10 minutes. 10 minutes, ce n'est pas 15 minutes. Voilà. Autre question sur les contraintes liées à des activités physiques et sportives qui ont lieu dans la semaine et parfois tard pour des adolescents jusqu'à 18h, 20h. C'est difficile de gérer ce rythme-là parce qu'on a fait un entraînement de sport, on a donné beaucoup. Est-ce que c'est mauvais et comment est-ce qu'on peut le gérer Alors, il n'est pas recommandé de faire des activités physiques intenses. Alors,
3 heures avant le coucher, je pense que c'est un petit peu sévère, mais au moins 2 heures avant le coucher. En plus, vous avez des activités physiques plus ou moins difficiles. Par exemple, la natation, il est montré que la natation le soir, si vous voulez, vous avez plus de mal à vous endormir que si vous allez faire un footing ou quelque chose, ou un autre type d'activité physique. Parce que, en fin de compte, oui, le sport peut fatiguer, mais fatiguer, ça ne veut pas dire qu'il va favoriser l'endormissement. Donc, c'est des choses comme ça. Ce qui est recommandé, c'est d'essayer de voir quand même, et là, c'est toujours pareil, on doit, les centres d'entraînement doivent tenir compte, en particulier sur l'enfant qui a du mal à s'endormir. Ce n'est pas la meilleure solution de lui donner, qu'il fasse une séance d'entraînement dure juste avant, surtout si vous retardez en plus l'heure du dîner, etc. Okay. Malheureusement, parfois dans les clubs de sport, les entraînements, hein, c'est le soir, surtout quand ils deviennent adolescents, ils vont être à l'entraînement parfois jusqu'à 20h, 20h30, et ça rend les choses un peu difficiles hein, parfois. C'est ça, je crois que c'est ça, mais je crois que ça, c'est des choses auxquelles c'est pour ça qu'en fait, les parents ont un rôle essentiel, c'est indispensable. Nous sommes les exemples, les bons ou les mauvais, ça c'est sûr. Mais par contre, il n'y a pas que nous. L'école a un rôle indispensable, le monde du sport a un rôle indispensable. Je crois qu'il faut que tout le monde prenne conscience que si effectivement on continue à faire en sorte que nos gamins aient des troubles du sommeil comme ils en ont, ce sera mauvais pour l'ensemble de la santé des enfants. Les enfants, c'est l'avenir. Donc, il faudra peut-être qu'on préfère que les adultes aillent et les séances du soir et que les enfants, et si possible, pas la dernière séance. Voilà, c'est comme ça. Après, on peut pas choisir. De toute façon, si vous avez une température corporelle élevée, vous n'arrivez pas à vous endormir. Alors, vous pouvez prendre la douche froide. C'est vrai que ça va peut-être diminuer votre température corporelle. Ça calme aussi, mais ça peut réveiller aussi un petit peu quand même. Oui. C'est une question de survie après de Il y avait une question, alors on n'est pas en train de faire une consultation, mais est-ce qu'il y a des sports adaptés pour des enfants? On a le cas d'un enfant de 3 ans qui a un souffle au cœur. Est-ce qu'il y a des indications spécifiques dans la pratique d'activité physique voilà. Alors, je vais être très clair avec vous. Pour moi, souffle au cœur, ça ne veut rien dire. Souffle au cœur, ça veut simplement dire qu'un médecin, en auscultant le cœur, a entendu qu'il y avait un bruit un petit peu anormal. Si ce bruit est inquiétant, alors il y a des critères, je ne vais pas vous les détailler, on ne va pas faire un cours de médecine, il l'envoie au cardiologue. Éventuellement, le cardiologue fait un bilan qui comprendra une auscultation comme le médecin et une échographie cardiaque et verra s'il y a une anomalie cardiaque ou pas. Donc en fait, l'enfant qui a un souffle au cœur, est-ce qu'il a une anomalie cardiaque prouvée? Oui ou non? S'il n'y a pas d'anomalie cardiaque, il fait tout ce qu'il veut. Ce souffle va disparaître en grandissant. Il n'y a aucun risque. Ça, je crois que c'est important. Même si le médecin traitant ne vous le dit pas, il faut arrêter d'avoir, comme j'entends de temps en temps des parents me dire, depuis qu'il est tout petit, on a trouvé un souffle au cœur. Eh bien, il avait un souffle, un bruit bizarre, maintenant je l'ausculte, il a disparu, il fait tout ce qu'il veut. Si jamais le cardiologue trouve une anomalie, eh bien, en fonction du degré de cette anomalie, on verra s'il doit adapter son sport ou pas. Mais il n'y a pas de réponse. Par contre, j'insiste, si le médecin a entendu une fois un souffle au cœur, surtout si vous n'en reparlez plus jamais, parce qu'il va peut-être l'entendre une seule fois, mais vous allez toujours avoir dans la tête, papa et maman, qu'il a eu un souffle au cœur. Mais c'est fini. Aujourd'hui, avec les examens qu'on a, les surveillances de médecine qu'on a, toutes les cardiopathies graves, les maladies du cœur graves de la naissance, on les détecte à la naissance. On ne passe plus à côté de ces maladies-là. Donc, n'ayez pas peur de oublier ce souffle au cœur dont on vous a parlé une fois. Oubliez-le. Et puis, une dernière question qui est liée en fait à la médiation animale. On a un témoignage de la part de Cynthia qui, via le club de poney, fait de la médiation animale. Est-ce que les animaux, c'est bon pour la santé? Ah oui, absolument. Absolument. Absolument, les animaux. Alors, pour tout le monde, donc d'abord, on va prendre pour les personnes, les adultes et personnes âgées. Moi, je ne vous raconte pas tout parce qu'on n'a pas tout le temps, mais j'ai prescrit dans ma vie 2 fois un chien à des malades adultes. Pourquoi? Parce que c'était la seule solution qui marche tous les jours, matin et soir.
Et en plus, il est prouvé que les gens qui ont des chiens, ça diminue le risque cardiovasculaire. Donc, absolument. Ça, c'est possible. L'équithérapie, c'est reconnu, en particulier dans certaines maladies mentales, hein, pour l'année de la santé mentale cette année, en particulier pour des enfants qui ont des problèmes du spectre autistique, eh bien, l'équithérapie, ça marche très bien. Pour d'autres pathologies aussi. Donc, effectivement, aujourd'hui, on utilise de plus en plus les animaux là, pour la thérapie. Personne ne peut nier. Très bien. Donc, pour vous mettre en mouvement, rendez-vous à la SPA, c'est ça? On va aller chercher un chat. Voilà. On arrive au terme un petit peu avant de cette rencontre santé en direct. Je tenais à vous remercier tous, remercier le professeur Carrère, remercier Françoise aussi pour son introduction. Vous allez recevoir juste à la fin quand on va arrêter la session, un petit questionnaire qui nous permettra, nous, d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de cet événement et nous suggérer des choses qu'on pourrait améliorer et d'autres thématiques qu'on pourrait aborder plus tard. Je vois plein de pouces. Très bien. Eh bien, c'est le moment de nous quitter. On va vous dire au revoir. Au revoir, Françoise. Au revoir, professeur. Au revoir. Merci beaucoup, professeur. Au revoir à toutes et à tous. Merci pour ce partage. Donc, n'oubliez pas de remplir le questionnaire afin qu'on puisse s'améliorer pour les prochains webinaires que l'on vous proposera sur 2026. Donc, merci à tous et à toutes. Merci bien. Au revoir. Au revoir.